Alors, sans plus attendre, je vais céder la parole donc pour des propos conclusifs donc au professeur Sands, donc pour clore cette journée. Et donc, eh bien, c'est avec, on vous remercie encore avec énormément de votre présence parmi nous aujourd'hui, bien que nous vous invitons à clore ce beau colloque. On remercie encore les organisateurs. Nous n'avons pas le temps de procéder au temps du débat pour l'instant, peut-être après, peut-être, parce que je crois que vous avez un impératif horaire à tenir. Et donc, voilà, donc je vous cède la parole. Merci beaucoup et je remercie au professeur Sayar, au professeur Kolb. C'est vraiment un très grand plaisir d'être ici parmi vous aujourd'hui. J'ai participé ce matin et j'ai écouté très attentivement à toute l'après-midi, mais surtout avec ce panel, et je m'accorde entièrement avec les perspectives de professeur Kaila et de professeur Philippe. J'ai fait une petite liste de toutes les affaires où j'ai participé comme avocat dans les derniers 20 ans. C'est une longue liste, c'est une liste triste. Kosovo, Ouganda, Géorgie, Congo, Rwanda, Yougoslavie, Cambodge, Afghanistan, Irak, Libye, Syrie. Et la liste peut continuer. Et ça me paraît tout à fait clair que le système de droit international pénal joue un rôle, a un rôle. Mais ça ne va jamais avoir un rôle qui peut tout fixer, tout réparer et apporter un système de justice. Ça me paraît tout à fait clair. En fait, en écoutant là, je suis retourné à un moment dans l'année 2000 où j'ai observé à quelque chose qui m'a appris, je ne le savais pas à l'époque, que cette perspective que je viens de partager m'est venue il y a longtemps. J'étais juste en dehors de la ville de Vukovar, en Croatie. Et on était dans un petit village. On était en train de préparer la mémoire pour la Croatie dans l'affaire devant la Cour internationale de justice, pour l'affaire contre la Serbie, dans l'affaire de génocide, les allégations de génocide. Et on a rencontré une très vieille femme, 80, 85 ans, et on s'est mis à parler avec elle. Et on lui a demandé ce qui lui était passé dans ce village. Et elle nous a raconté son histoire. Je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi elle n'a pas raconté sa vérité. Et elle nous a raconté qu'un jour, fin 1990, il y a eu une attaque dans son village. Elle est rentrée, elle est descendue des escaliers, elle est rentrée dans un cave avec sa famille, avec ses 2 enfants et son mari, et je pense des petits-enfants aussi. Et quelqu'un a jeté une grenade qui a explosé, et tout le monde a été tué, sauf elle. C'était la seule survivante. Et mon collègue Ben Emerson, un très grand avocat devant tous ces tribunaux internationaux, lui a demandé, Madame, est-ce que vous savez qui a jeté cette grenade? Et elle a dit, bien sûr. Et Ben lui a dit, mais comment bien sûr? Il dit, oui, je le connais ce monsieur très bien. Maintenant, c'était 10 ans plus tard. Je le vois chaque semaine dans le magasin. C'est un monsieur qui était un voisin. Et Ben lui a dit, et rien s'est passé avec ce monsieur? Elle a dit, non, absolument pas. Et Ben a dit, pourquoi? Elle a dit, à cause de l'accord. Il y avait un accord. L'accord de M. Klein, de la Commission européenne. Et on lui a posé plusieurs questions là-dessus. Il n'y a pas eu une grande publicité sur cet accord. Mais c'est un accord qui disait en effet que pour finir la guerre en 1995, d'établir un tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, ils viseront un certain nombre de personnes. Pas plus de 25 personnes, ou un peu plus, les plus responsables de chaque côté. Et pour tous les autres, il y aura une sorte d'amnistie informelle. Pas de Truth and Reconciliation, pas de procès au niveau national.
Et c'était le prix à payer pour terminer la guerre. Et ça se passe un peu partout. On vit maintenant en Colombie exactement la même situation. Vous avez vu pourquoi le référendum, il y a 2 semaines, a rejeté l'accord. Parce qu'il n'y avait pas assez de justice. Alors ce problème de savoir quel est le rôle de la justice, qu'est-ce qui est assez pour apporter fin à une situation atroce, est très très complexe et compliqué. Et ayant maintenant à l'avenir, et on voit un peu un système que je connais très bien dans l'ex-Yougoslavie, et posons la question, finalement, est-ce que 15 ans, est-ce que 20 ans du tribunal de l'ex-Yougoslavie a vraiment apporté le paix à la région? Et on sait la réponse. La réponse est absolument non. Absolument pas. Il y a même peut-être la possibilité que le tribunal a empiré la situation. Pourquoi? Je peux vous donner un exemple. Les Bosniaques, ils ont eu leur génocide à Srebrenica. Toutes les victimes veulent un génocide. Crime contre l'humanité, crime de guerre, c'est jamais assez. On veut un génocide. Si on est victime, on veut le crime numéro 1. Ça, c'est clair. Les Croates, ils n'ont pas eu de génocide à Vukovar. Et ils sont furieux. Ils sont furieux avec les Serbes, ils sont furieux avec les Bosniaques, ils sont furieux avec les tribunaux. Les Serbes sont furieux avec le tribunal parce que la plupart des défendeurs, c'est des Serbes. Et on voit que parmi les défendeurs croates, par exemple, M. Gotovina se fait échapper, acquitté, dans une décision vraiment, je dois dire, absolument hallucinante. Et pour les gens de la région, ils voient tout ça. Et là, je vous dis la réalité de la chose. Hein. On peut être étudiant en droit et lire ce qui est écrit dans les arrêts et lire ce qui est écrit dans les livres, mais il faut aller dans les lieux. Il faut aller parler aux gens et leur poser la question. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça change la situation? Et là, j'écoute 2 interlocuteurs et c'est clair, ça peut jouer un rôle. Mais pour les étudiants, là, je vous parle, il ne faut pas imaginer pour un instant que le droit international pénal peut tout régler. Il ne peut pas tout régler. Et il y a aussi la possibilité que ça peut empirer la chose. Et nous, qui enseignent dans ce sujet, qui écrivent dans ce sujet, qui pratiquent dans ce sujet, on doit être réaliste avec la situation. On ne doit pas dire, on ne doit pas partager un message qui peut suggérer, avec le droit international pénal, tout sera rendu parfait. Ce n'est pas comme ça la vie. La vie est pleine de compromis. Et les compromis comprennent aussi les compromis entre la justice et la réalité politique. Et le rôle des juristes en droit international, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre ces éléments et de le faire d'une façon utilitaire qui peut apporter le mieux pour le plus grand nombre de personnes. Mais jamais, jamais seront toutes les personnes contentes avec ce qui est acquis. Alors, ce n'est pas dire pour un instant que ce qui s'est passé dans les derniers 20 ans, que ce qui s'est passé à Nuremberg n'est pas d'une grande importance. C'est révolutionnaire ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, le signal qui a été envoyé, c'était que les leaders, plus jamais, peuvent imaginer qu'ils vont toujours s'échapper de ces problèmes. Ça, c'est le grand changement qui a eu lieu. Mais du même moment, il faut être réaliste. Et il faut reconnaître que c'est, j'utilise l'expression en anglais, it's a long game. C'est un jeu qui va durer des décennies et des siècles avant que ça change vraiment la chose. Pour finir, moi, mon influence plus importante dans tout ce domaine, ce n'est pas un juriste en droit international, c'est un juriste en droit anglais. Le grand expert du legal history en Angleterre, Sir John Baker. Je me souviens, il y a 10 ans, je lui parlais de ce qui se passait au niveau international. Il m'a dit, ah oui, Philippe, je reconnais de ce que tu parles. C'était comme ça en Angleterre en 1550.
Et on a mis encore 400 années pour arriver là où on en est. Et c'est là, et c'est pour votre génération des étudiants qui vont jouer un rôle très important à construire ce qui va venir. Mais n'imaginez pas pour une milliseconde que ce que nous allons construire peut tout régler dans 10 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. It's a long game. Merci.